n'ai pas vu. Donc, Laurence Châtenay, on va commencer avec vous. Vous êtes propriétaire du domaine cabanétique à Escaudes et vous êtes en route vers l'autosuffisance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage? Il allume. Rapprochez-le un peu. Bonjour à tous. C'est bon au niveau du micro? Encore plus près? Voilà, ça ne crache pas, ça ne fait pas plus. Bien, donc en effet, je m'appelle Laurence. Donc mon mari et moi, donc Juan et moi-même, sommes installés sur la commune d'Escaudes. Nous avons eu la chance de croiser sur notre route un terrain qui était en vente au moment où nous étions prêts à acheter. C'est un terrain qui fait 17 hectares. Nous avons eu plusieurs expériences. En fin de compte, nous cherchions un endroit où nous pouvions vivre à la hauteur de nos valeurs et de nos principes et du côté éthique de ce que l'on porte. Et avec mon mari, on est à notre troisième propriété, troisième maison pour lui. Et donc ce lieu, en fin de compte, ça y est, nous avons la sensation d'avoir trouvé le lieu qui nous convient. Et moi, j'ai vraiment la sensation d'être la gardienne d'un lieu privilégié au sein des Landes, sur un terrain très nature, sur lequel nous avons donc bâti notre lieu de vie. Et quand je dis bâti notre lieu de vie, c'est-à-dire que nous avons vraiment tout fait nous-mêmes. Donc nous avons commencé par déjà voir si notre projet pour bâtir un lieu de vie et aussi faire du tourisme de façon à ce que dans notre envie de vivre et d'aller vers la décroissance, on ne peut pas décroître et aller dans l'autosuffisance au point de ne plus avoir de finances. Donc en fin de compte, en partageant avec notre expérience avec des gens qui viennent sur notre lieu en tant que voyageurs, ça nous permet aussi de pouvoir avoir une richesse financière à la hauteur de ce que l'on a envie de mettre en place. Donc la maison, nous l'avons bâtie sans l'intervention d'autres personnes que mon mari et moi, avec les bois qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire des pins que nous avons abattus sur le lieu, que nous avons ensuite débardés avec ma jument de trait. Nous avons une scierie mobile, donc les bois ont été taillés à la taille qu'il fallait pour bâtir, et mon mari a fait ça par lui-même. Moi j'ai été là pour l'aider, mais je dois dire que c'est vraiment grâce à ses compétences que ce projet a pu se réaliser. Et ensuite, une fois la maison d'habitation réalisée, eh bien, nous avons commencé à bâtir nos cabanes. Nous avons donc un permis de construire pour la possibilité de mettre 4 cabanes en place. Et nous avons commencé par une yourte cabane. Alors on l'appelle yourte cabane parce qu'en fin de compte, on a été construire notre yourte nous-mêmes à un endroit où il y avait l'atelier qui était possible, parce que c'était quand même vraiment de la menuiserie. Et ensuite, elle a vraiment, notre maison et ce que l'on fait ont vraiment des looks cabanes parce qu'on récupère des arbres dans la forêt et on les met en place. C'est vrai que ça fait très cabane. Et la prochaine cabane est en élaboration. Donc là, on a fait les plans. On a coupé 2 arbres pour réaliser donc, les bois que nous allons utiliser. Et donc, muni de cette matière et de ces plans, on va partir sur la construction pour être en place au mois de juin, donc à la prochaine saison, et ça fera notre 3e saison où nous sommes ouverts, où nous accueillons des voyageurs. Quand les gens arrivent, en fin de compte, je les appelle vraiment des voyageurs. Les gens viennent nous voir un petit peu par hasard au début, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui reviennent, ne serait-ce que pour voir le projet évoluer. Et en plus, ils aiment, en fin de compte, ils voient bien que nous avons une façon de vivre sur ce lieu. Nous sommes vraiment authentiques avec dans ce que nous faisons, et ils aiment partager, et ils aiment aussi s'inspirer de ce que l'on fait. Et on fait vraiment tout par nous-mêmes, y compris, moi je fais donc le jardin. En fin de compte, l'ensemble de cette façon de vivre, ça, on est vraiment dans les principes de la permaculture.
Et donc je fais mon jardin, on a les poules, on a les œufs. Je fais aussi tous mes produits ménagers maison. Je fais mes savons, je fais mes cosmétiques, je fais mes vêtements. Je fais tout ce dont j'ai besoin pour aller vers le zéro déchet. Tous les sacs pour aller faire les courses, pour les cadeaux. Enfin voilà. Et les gens rentrent dans cet univers. Et comme ils voient que c'est fait maison, qu'on le fait par nous-mêmes, ils trouvent ça vraiment inspirant. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils repartent en se disant, puisque eux le font, nous aussi, on peut le faire. Et même si, en effet, mon mari a des compétences et surtout des doigts en or, ça n'en reste qu'on ouvre quand même les gens se découvrent aussi une capacité en eux très créative pour aller vers ce changement de vie. Qui est de prendre le temps, de ralentir et de se réapproprier les choses. Oui, ben, on fait nos meubles, on fait nos lits, on fait notre pain, je fabrique mon levain, enfin voilà. Et c'est une façon, c'est une manière que l'on a de vivre, nous, mais quand j'en parle, et c'est là où la richesse, parce que c'est vraiment donnant-donnant, c'est-à-dire que les personnes reçoivent beaucoup en nous voyant faire, mais moi, je reçois beaucoup d'eux par leur retour. Parce que des fois, quand on a une façon de vivre et qu'on a la tête dedans, on ne s'aperçoit plus de la richesse que l'on crée. Et ce n'est pas une richesse en numéraire, c'est vraiment, ça prend énormément de temps. En fin de compte, quand je dis, les gens me disent, mais de quoi vous vivez? Eh bien, je pense qu'on vit beaucoup, énormément de l'argent qu'on ne dépense pas à faire tout ce que l'on fait sur place. Si mon mari n'avait pas été le bâtisseur de ce lieu, jamais j'aurais pu vivre dans une maison dans laquelle je vis actuellement. Jamais j'aurais pu me dire, bah, tiens, je vais avoir plusieurs cabanes où je vais pouvoir accueillir les gens et pouvoir partager ma vie. Donc, voilà. J'espère que dans mon partage, vous ai donné envie de venir nous voir. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est assez impressionnant. Moi, je suis admiratif en fait de ces démarches-là où on arrive à tout faire. Moi, je ne sais absolument rien faire. Donc, je peux vous faire un site internet si vous voulez, mais ce sera tout. Alors ça, je dois dire que aussi bien mon mari que moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que on est vraiment pas bon là-dedans. C'est signé. Mais après, c'est une vraie question qui se pose au-delà de la blague sur ces démarches de revenir à des choses basiques et à la sobriété. Je me permets du coup une petite question. Comment est-ce que vous situez cette démarche dans la sphère marketing et dans la sphère de la vente? À un moment donné, il faut lui donner de la visibilité. Aujourd'hui, si je tape cabane éthique sur Google, je l'ai fait, mais je ne vais pas donner la réponse. Est-ce que je tombe sur un site internet qui a été créé, etc. Voilà. Et comment est-ce que vous faites la promotion de votre action? Alors pour l'instant, nous faisons la promotion bien par le bouche à oreille. J'ai un petit flyer. Nous avons, pour avoir des voyageurs, nous avons été au plus simple pour nous, c'est-à-dire que nous avons deux plateformes, nous avons Airbnb et Abracadarum. Ça marche bien, mais on pourrait faire mieux. Je n'ai pas de site, je ne sais pas vraiment naviguer sur une page Facebook. Je suis vraiment, comment on pourrait dire, un dinosaure en la matière. Et mon mari n'est pas mieux. Mais franchement, une fois que l'on est chez nous, une fois que les voyageurs sont venus chez nous, là, je m'en occupe et c'est avec un grand plaisir que j'accueille. Mais par contre, si les gens ne nous connaissent pas, c'est vrai qu'en plus, on est vraiment dans un espace très, très reculé. Donc il faut vraiment faire la démarche de venir nous voir. On a un super beau panneau à l'entrée de notre chemin, cabane éthique. Tout le monde nous le dit, mais c'est vrai que je dirais que c'est notre difficulté maintenant, celle que l'on rencontre maintenant. En sachant que quand on ira à l'autre cabane, on aura un accueil de 10 personnes et qu'en aucun cas ça sera quelque chose avec un accueil gigantesque. Bien sûr. Mais et qu'on gardera toujours une période de fermeture parce que nous en avons besoin pour nous. On aime bien passer la période de l'hiver avec un recentrage et un ressourcement. On fermera de toute façon pendant
décembre, janvier, février, voire mars, voilà, à voir. Mais c'est vrai qu'après, nous avons besoin de ouais, tout à fait, de visibilité. Et là, nous sommes, c'est vrai que là, nous savons pas faire nous-mêmes. C'est là, ça rejoint un petit peu la question qui a été posée ce matin à nos élus lors de la table ronde, qui était sur la visibilité de l'offre. Il y a des offres très vertueuses qui peuvent contribuer justement à un tourisme plus vertueux, plus riche de sens et de valeurs, mais faut-il encore qu'elle soit connue, qu'elle soit visible. Je vais vous poser la même question que j'ai pu poser aux intervenants tout à l'heure. C'est dans quelle mesure est-ce que vous estimez, vous, contribuer à un meilleur tourisme? Alors, je crois que oui, parce qu'en fin de compte, nous répondons sincèrement à une demande. Toutes les personnes qui viennent nous voir se sentent ressourcées, ragaillardies, inspirées. Donc déjà pour ça, même si en effet ils ne sont pas nombreux, eh bien oui, je pense qu'on contribue. En plus, notre façon de vivre, on est vraiment authentique dans ce que l'on fait et on a la chance actuellement d'être à la mode. Donc même si cette mode tourne, nous on sera toujours pareil, on vivra toujours de la même manière. Donc oui, les gens qui viennent nous voir, je pense qu'on répond à une demande de tourisme pour ralentir le rythme, pour se ressourcer, pour voir comment on peut reprendre sa vie en main, comment on peut faire en se dispersant beaucoup moins. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, pour votre intervention. Claire Belvédé, vous travaillez à la communauté de communes des Grands Lacs et vous avez mis en place un dispositif zéro déchet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, donc moi je travaille en tant que chargée de mission environnement à la communauté de communes des Grands Lacs, sur les communes de notamment Parentis, Biscarrosse, Sanguinet, certainement que vous connaissez. Cette collectivité, elle a différentes compétences, mais notamment elle est chargée de protéger l'environnement. Et c'est pas neutre, hein. Chez nous on a un environnement très important, très riche, avec notamment un contexte particulier, 9000 hectares de plans d'eau douce, 80% de forêt, environ 5 km de côte de sable fin donc accessible. Donc c'est vrai qu'avec ce contexte-là, il est vraiment très important de se préoccuper et de protéger notre environnement. On est parti du contexte qu'on entend un peu partout, d'un constat qu'on fait à la fois dans nos milieux naturels, mais aussi dans nos villes, le mégot. Voilà, c'est un déchet que l'on rencontre de plus en plus, et peut-être ça ne nous a pas échappé, sur les réseaux, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Donc ce déchet-là, il est pas neutre, et au travers de ma mission, donc, qui était vraiment à la base la protection de l'environnement, puisque moi quand j'étais recrutée pour m'occuper du site Natura 2000, les zones humides de l'arrière-dune des pays de Borne et de Buch, donc la chaîne en fait des grands lacs du nord des Landes, donc le grand lac de Cazaux-Sanguinet, le grand lac de Parentis-Biscarrosse, et jusqu'à une communauté de communes voisines, le lac d'Orléans et de Mimousin. Donc ce site Natura 2000, il a vocation à protéger une nature remarquable, des espèces végétales qu'on ne voit nulle part ailleurs, quasiment parfois, part sur notre territoire. Donc la richesse écologique, elle est vraiment très présente, et il est indispensable de la préserver. On a aussi sur ces espaces lacustres des enjeux de tourisme. On est là pour ça aujourd'hui, mais avec d'innombrables activités de plaisance, la baignade, les activités de loisirs, que je ne citerai pas, hein, il y en a vraiment des tas. Et ensuite, le gros enjeu aussi sur un des lacs, le premier, le plus grand lac de Cazaux-Sanguinet, c'est qu'en fait, c'est une source d'eau potable, puisqu'on alimente au travers de deux prélèvements, à la fois le bassin d'Arcachon et aussi la commune de Biscarrosse.
Donc avec ces enjeux-là et ces connaissances qu'on avait au sein de la communauté de communes, et en parallèle, les connaissances qui commençaient à s'étoffer sur un déchet tout petit, mais bien pourtant très impactant. Un mégot, il faut le savoir, c'est 500 litres d'eau polluée. C'est en réalité 2500 substances chimiques qu'il va relarguer une fois qu'il est jeté au sol. Jeter au sol, c'est vraiment systématique quasiment. Désolé s'il y a des fumeurs parmi vous, mais c'est un geste quand même qui est assez facile à faire a priori pour nos amis les fumeurs. Donc avec tous ces éléments, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler à enlever ce déchet de nos milieux naturels et de nos villes. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'opération Zéro Mégot. Donc en 2019, on l'avait un peu testé en 2018, mais je vais vous parler uniquement de cette année. On a déployé les grands moyens, on a sollicité les élus, des entreprises et aussi des associations pour qu'elles soient partenaires de cette démarche. Je tiens à souligner que grâce aux associations, notamment une asso de commerçants de Biscarrosse-Plage qui était déjà bien impliquée dans la gestion des déchets et qui veut faire de sa station balnéaire une station propre et la plus vertueuse possible. On a donc travaillé à cette opération pour qu'elle soit la plus visible possible et la plus réussie. Donc j'ai déposé des petits cendriers de poche au fond de la salle. On a donc travaillé avec la société Atland, Veolia également, qui est donc l'entreprise qui prélève les eaux et nous la distribue sur notre territoire. Bisca Grand Lac, l'office de tourisme et l'association des commerçants, nous avons donc conçu cet outil, ce cendrier de poche, un outil le plus vertueux possible. C'est comme ça qu'on l'a souhaité. On ne voulait pas créer un déchet plastique pour gérer un autre déchet plastique aussi. Le mégot, il est composé d'acétose de cellulose, c'est de la matière plastique. Donc même quand on dit qu'il met 12 ans à se dégrader, en réalité, oui, il va se dégrader visuellement, mais en plus de balancer 2500 substances chimiques, il nous laisse aussi de la matière plastique. Donc au travers de cette démarche et en mettant en place différents outils, donc le cendrier de poche en était un, on a aussi installé du mobilier urbain, donc peut-être que vous les connaissez, alors désolé pour la qualité d'image, mais je laisse aussi au fond, les cendriers à sondage qui sont de plus en plus implantés sur nos côtes atlantiques, de Biarritz jusqu'à chez nous, même en ville. Là, c'est un outil ludique. L'objectif, c'est d'aller sonder finalement les fumeurs. Et par cet outil de jeu, on va leur faire choisir une réponse à une question un peu ludique. Et dernier outil qu'on avait installé, ce sont des gros fûts transparents de 80 litres en sortie de plage afin de récolter le mégot. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que le mégot, il se récolte parce qu'on va effectivement, ce qu'on veut obligatoirement, c'est enlever tous les polluants de nos milieux naturels et de nos villes, mais c'est aussi le recycler. Et il se recycle. C'est un travail que l'on mène notamment avec Ecomégo, une entreprise située à Bordeaux. Donc après, il y avait bien sûr tout l'aspect communication qui était mis en place, avec des vidéos qui ont été créées, diffusées sur notre page Facebook, notre page YouTube. Et pour terminer, on avait deux ambassadrices de l'environnement, donc deux jeunes en service civique, pour effectuer la distribution de ces cendriers de poche. Voilà. Petite question comme ça, est-ce que vous avez mis en place des indicateurs de performance ou est-ce que déjà vous avez un recul par rapport aux actions mises en place pour savoir si ça marche? Alors ça a beaucoup marché et on a un rapport d'impact en fait qui est chaque année transmis par l'entreprise Ecomégo. Donc là c'est celui de l'année dernière où déjà en 2 mois on avait récolté 9 kilos. Cette année où on avait laissé 2-3 cendriers à sondage sur la station balnéaire de Biscarrosse, uniquement en test, et ensuite on a entamé toute l'opération en juin. Donc depuis juin jusqu'à octobre,
on a récolté 30 kilos. 30 kilos, c'est vraiment pas neutre. Le rapport environnemental, il nous dit qu'on a protégé plus de... Alors, je ne veux pas dire de bêtises. On a protégé plus de 80 millions de litres d'eau. Donc vraiment, c'est un petit effort, mais à faire, effectivement, puisqu'il faut se doter d'outils. On l'a fait grâce à l'investissement des associations, des entreprises, grâce également à la région et au fonds leader européen. Mais honnêtement, voilà, ça nous permet d'avoir des retours positifs. Et on ne parle pas aussi de l'économie qu'on fait faire à la collectivité, à savoir 5 000 euros. 51. Voilà. Donc, une économie réelle, puisque ça a été mesuré dans certaines villes. Quand les villes passent régulièrement ou emploient des saisonniers pour nettoyer au jet d'eau ou à la balayeuse le sol pour que à 10h du matin tout soit nickel pour l'arrivée des touristes, c'est vraiment pas neutre. Donc effectivement, là c'est une économie quasi équivalente à l'investissement qui est porté par la communauté de communes. Merci Claire. L'investissement à hauteur de Alors pour le reste à charge, c'est voilà, une enveloppe d'à peu près 6 000 euros, mais sachant qu'on a eu des aides de différents partenaires. Merci beaucoup. Même question que pour vos collègues. Dans quelle mesure estimez-vous contribuer ou non à un meilleur tourisme de façon globale? J'estime qu'avec les moyens qu'on met en œuvre, on fait en sorte de parvenir voilà, à améliorer en tout cas l'accueil de nos touristes. L'objectif, c'est une de nos missions, la protection, la valorisation de notre environnement. Donc effectivement, travailler à l'opération Zéro Mégot, ça permet d'avoir des stations, des villes, un lac plus propre et ensuite il sera tout à fait positif de communiquer dessus. Après la difficulté, voilà, c'est de les sensibiliser à tous ces outils que l'on met en place et leur montrer voilà, à quoi peuvent servir des fois ce matériel qu'ils n'ont pas forcément peut-être l'habitude de voir. Merci beaucoup. On va terminer cette table ronde avec Pascal Matisse de l'association L'Oranime. Bonjour. Donc bonjour, vous proposez des vacances autrement. Dans quelle mesure? On essaye. En fait, je représente une association qui est une association d'éducation populaire, donc de tourisme social, avec cette grande idée de vacances pour tous, de loisirs pour tous et de culture pour tous. Donc au départ, on est ça. Et la question ensuite qui s'est posée au sein de notre association, qui est Lorraine au départ, même Vosgien, alors vous avez pu entendre parler des Vosgiens il n'y a pas longtemps, on travaille sur l'enfance jeunesse, sur les familles, etc. Et l'idée c'était de se dire comment on peut proposer les vacances autrement ou faire en sorte en tout cas que les familles... il y a un processus de démocratisation si vous voulez, c'est-à-dire que l'éducation populaire, c'est la démocratisation des loisirs, alors dans son histoire, depuis les congés payés jusqu'au MJC, les ateliers, etc. Et puis c'est aussi ça. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on était rentré dans un processus de démocratisation des idées alternatives et du développement durable. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut faire en sorte que les classes populaires et les classes moyennes puissent accéder aussi et également à des offres de loisirs qui sont alternatives à un tourisme de masse. Voilà, c'était un petit peu le préambule à notre idée. Et donc de se dire comment on fait pour ne pas confondre tourisme de masse et démocratisation, comment on fait pour ne pas confondre vivre des choses et faire des choses, etc. Et donc on a décidé d'acheter un domaine qui est sur un aréal entre Arangos et Sabre, donc à Luglon plus précisément, et puis de développer cette idée d'un écotourisme et cette idée d'une sensibilisation à des vacances autrement. Donc voilà en gros le projet. Et pour faire vivre ces vacances autrement, on est dans un compromis, c'est-à-dire qu'on s'était dit
si on met des toilettes sèches et si on est purement dans quelque chose de purement zéro déchet, de toutes ces dimensions-là qui sont déjà des prérequis pour certains et des gens qui sont déjà initiés à, est-ce qu'on sera dans la sensibilisation? Est-ce qu'on sera dans l'initiation? Peut-être pas. Donc l'idée, c'est que le domaine, à la fois, il préserve une démarche endogène, il préserve un habitat traditionnel, il préserve un aérial, puisque c'est un aérial, donc, mais également, on va y trouver ce qui peut faire référence aussi, quelquefois, à des vacances sur le domaine, c'est-à-dire une piscine, c'est-à-dire un boulodrome, c'est-à-dire des choses comme ça. Mais on va aussi y trouver des potagers, on va aussi y trouver des fruits, on va aussi y trouver des modes de jardinage, la permaculture, etc., etc. Donc c'est ce premier volet-là de se dire comment on peut favoriser en fait l'arrivée des classes populaires et des classes moyennes sur des vacances autrement, qui sont en fait les modes alternatifs visiblement de demain, ou en tout cas qui prennent en compte cette obligation environnementale aujourd'hui, voilà. Même si il y a la question du transport, puisqu'on est très isolé, vous avez pu en entendre parler dans la matinée sur la question de la mobilité. Donc en fait, il s'agit de savoir quel bilan carbone on peut faire de tout ça, etc. Mais aussi accepter cette idée que le droit au voyage existe pour tous, et que effectivement aujourd'hui on se dit prendre l'avion, c'est pas sympa, c'est pas cool pour l'environnement. C'est une question qui se pose parce qu'aujourd'hui ça s'est démocratisé l'avion. C'est une question qu'on ne se posait pas quand c'était pas démocratisé. Alors ça s'est démocratisé par les low cost, on est bien d'accord, par tout un tas de choses où on peut être d'accord ou pas. Mais cette ouverture culturelle, cet accès au voyage et cet accès à l'autre, pourquoi on le priverait à partir du moment où il est considéré de masse? Donc quelle alternative on peut trouver autour de tout ça? Et c'est toute la question, et c'est tout le chantier qu'on a au sein de l'Oranime aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Alors qu'est-ce qu'on y fait? On y accueille des jeunes avec nos colos, on y accueille des familles, nos partenaires en l'accompagnement de la CAF, etc. Et puis bien sûr le parc qui nous accompagne dans tout un tas de démarches, et puis la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a aussi qui a décidé de nous accompagner, de nous aider. Et puis on veut aussi que cet aérial reste, ça c'est pour parler un peu plus du local aussi, enfin dans cette idée-là. On parlait, la jeune fille d'Arangos disait oui, d'avril à septembre ça fonctionne plutôt bien, après on est un peu embêté. Et c'est vrai. Nous, l'idée aussi, c'est que l'Aérial ne soit pas simplement un village vacances, parce qu'administrativement, c'est un village vacances. Mais l'idée, c'est que cet Aérial, il reste ouvert à l'ensemble des initiatives et à l'ensemble de la population et du territoire. Des exemples tout bêtes, hein, mais par exemple, on a organisé la chasse aux œufs de Pâques avec le comité des fêtes du village. Ça paraît bête, mais c'est quelque chose qui peut être traversé. Ce domaine-là, il peut être traversé aussi par la vie du territoire. Et puis bien sûr, on a toujours ouvert nos portes aux initiatives proposées par le parc naturel, des journées jardins par exemple. Puis on a aussi accueilli des jeunes de Bruges, un centre social MJC, municipal, enfin je crois qu'il y a un peu les trois là-bas. En tout cas voilà, Bruges qui est venu participer à des chantiers chez nous, etc., etc. Voilà. En gros, ce que je pouvais vous dire sur l'idée qu'on a de ce qu'on veut faire vivre. Aujourd'hui, combien de salariés pour faire tourner? Alors, ça c'est, on est en plein chantier. Hein. L'association, c'est une 50aine de salariés. Aujourd'hui, sur le domaine, on est deux, mais pas en équivalent temps plein, puisqu'en fait, on a une personne qui est en télétravail sur la gestion de l'ensemble de l'association. Moi qui suis chargé de développement, donc je navigue un petit peu partout. Mais par contre, on a fait le choix d'embaucher quelqu'un 20 heures semaine, qui est quelqu'un du village, de Luglon, qui s'appelle Laure, qui a une formation paysagère, de jardin, etc., et qui est du coin, et qui, elle, travaille avec nous sur l'aspect paysager, l'aspect écotouristique, et puis bientôt, on espère, si on peut, développer une phase accueil public et cycle d'animation. Est-ce que vous correspondez un petit peu à ce que l'on appelle tiers-lieu, du coup, ou pas du tout? Tiers-lieu.
Est-ce que c'est une notion qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose... Non, c'est pas que... Oui, je vois. Enfin, après, en fait, c'est très difficile pour nous de nous catégoriser et de se catégoriser, parce que c'est vrai, il y a des écoliers, des tiers-lieux, il y a tout un tas de choses comme ça. Nous-mêmes, quand on est aujourd'hui, on est un village vacances, mais si vous prenez la dénomination, si vous avez une représentation du village vacances et que vous venez au domaine de Payan, on est complètement éloigné de la représentation qu'on peut avoir. Donc on a quelque chose de très transversal, de non labellisé nulle part, mais qui est une espèce d'expérimentation sociale dans la branche touristique. Voilà, le tourisme social. Super, merci beaucoup. Même question du coup, dans quelle mesure est-ce que, je pense que vous y avez répondu, mais dans quelle mesure est-ce que vous estimez ou pas contribuer à une meilleure forme de tourisme à une échelle plus globale? Alors, en tout cas, la grande idée c'est de se dire qu'aujourd'hui il faut fonctionner un petit peu autrement, dans tout, pas que dans le tourisme. Si on arrive effectivement à démocratiser ou à initier les publics, parce qu'on a des jeunes publics, on a des familles, à initier les jeunes publics à considérer autrement les loisirs, les vacances, je pense qu'on aura fait déjà quelque chose. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour l'un ou l'autre des intervenants? Philippe. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à la personne qui est chargée de la gestion des mégots. Je voulais savoir comment les institutions et la loi voient la discipline du jet de mégots par terre, ou la discipline du jet de canettes, ou la décharge sauvage. Est-ce qu'on a droit ou pas droit de jeter des mégots par terre, ou sur la plage? Alors normalement, il y a bien une loi qui spécifie qu'il est interdit de jeter tout déchet. Maintenant, c'est comment elle est appliquée en réalité. Donc vous avez des villes qui se sont engagées, c'est le cas de Paris, qui a fait le choix de s'engager pour donner une amende quand la personne est prise sur le fait. Mais encore faut-il avoir des moyens qui soient déployés. Alors je crois que sur Biscarrosse, c'est le cas pour les crottes de chiens, où il y a effectivement une amende qui pend au nez à celui au maître du chien qui laisserait sa déjection sur la place publique. Pour l'instant, il n'y a pas c'est pas pareil partout, donc il y a bien un texte de loi. Moi, je ne suis pas la loi, je suis une technicienne de collectivité. J'ai pas de rôle régalien, mais voilà. C'était une des premières démarches. On trouvait que, c'est en général un parti pris, mais sensibiliser avant d'en arriver à réprimander, c'est souvent une des premières étapes. Merci. D'autres questions? Si vous vous posez une question à vous-même, Laurence. Donc Claire, moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, compte dans ma démarche zéro déchet, dans les personnes que j'accueille et avec les personnes qui vivent aussi sur notre lieu, il y a des fumeurs. Donc moi, les mégots, ils vont à la poubelle. Donc en fin de compte, l'histoire de la petite boîte, ça me semble intéressant. Mais par contre, je voulais savoir après, qu'est-ce qu'on en fait, cette petite boîte, pour que ça aille à la case recyclage. Donc voilà, ma question c'est comment faire pour qu'une fois que les mégots sont dans la boîte, ils puissent aller à Bordeaux pour être traités en recyclage. Parce qu'en fin de compte, le but c'est pas de mettre la boîte dans la poubelle, quoi. Ah ouais. Voilà. Là, la boîte, c'est un cendrier de poche. Il en existe de tout type. Sur Biscarrosse plage, il y avait un modèle en forme conique dédié à la plage, justement. Il existe aussi sur différentes stations. Pour le coup, moi, je vous invite à vous rapprocher, qui que vous soyez, collectivité ou effectivement hébergeur, à vous rapprocher de ces entreprises qui se sont... qui se sont lancés dans la collecte et le recyclage au final de ces déchets. Donc Ecomégo, c'est l'entreprise qui nous semblait la plus aboutie au final. Elle est située sur notre région. On est quand même pas loin depuis Parentis ou Biscarrosse de Bordeaux. Donc en termes
de trajet, c'était assez concevable. On avait travaillé aussi avec une association. Il y a Tricyclope sur Biarritz, par exemple, et qui nous a fourni ces boîtiers à sondage. Et vous en entendrez parler de différentes. Hein. Il y a déjà des entreprises qui sont médiatisées. On parle souvent de Mego, qui est installé en Bretagne et qui a aussi, a priori, son antenne à Bordeaux. Donc là, je vous laisse le choix. Au final, nous, Ecomego, donc c'était vraiment la plus régionale, la plus aboutie, une entreprise qui travaille avec à la fois de la recherche et du développement pour, en fait, dans toute sa logique, hein, elle a une logique à la fois pour faire travailler des chantiers d'insertion, donc la réinsertion, l'économie circulaire, le local, c'est une de leurs priorités. Et au final, qu'est-ce que deviennent ces mégots? Ils sont pour l'instant, il y a une partie qui est valorisée en énergie, on va dire, puisque les mégots sont envoyés dans une usine d'incinération qui fabrique des briquettes, en fait. Et donc, plutôt que d'utiliser la cimenterie, plutôt que d'utiliser du fioul comme elle le faisait pour habitude, elle s'alimente avec ce composé en mix, en fait, de mégots et de sciure. Et ça alimente la chaufferie, donc ils ont diminué leur utilisation de fioul, c'est déjà pas neutre quand on fait le bilan carbone. Et pour la partie recherche et développement, ils sont en phase de développement justement et de dépose de brevets pour travailler à valoriser en fait la matière plastique qui est contenue dans ce mégot. Mais une valorisation vraiment la plus aboutie possible, parce que dans la logique d'Ecomégo, puisque un mégot c'est 500 litres d'eau polluée, il est pour eux inconcevable d'aller utiliser dans le processus de dépollution, parce qu'il faut le dépolluer ce mégot si on veut en faire de la matière et des objets à l'issue. Donc il est inconcevable d'aller dans le processus d'utiliser de l'eau qui elle aussi se fera polluer et il faudra ensuite, voilà, on n'arrêtera pas le chemin. Pour l'instant, ils sont en bonne phase. Je ne peux pas en dire plus, mais en tous les cas, ils ont fait travailler des laboratoires à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On reste même de l'ex-Aquitaine, on reste vraiment local. Merci. Question? Toujours par rapport à... Alors c'est marrant ce petit bout de papier, ce mégot, il fait quand même couler de la salive. Personnellement, je me demandais, est-ce que dans la démarche, là on parle effectivement, on s'adresse aux fumeurs, est-ce qu'on ne peut pas éco-positiver le discours et mettre en avant les personnes qui ne fument pas? Je ne sais pas sous quelle forme, hein, là il y a des gens dans les domaines de la publicité qui sont peut-être plus à même de communiquer là-dessus. Être dans un... Parce que finalement, les gens, on leur donne la possibilité de aussi fumer sur la plage, pour ceux qui jusque-là ne jetaient pas leur mégot. Est-ce que c'est pas les inciter à fumer un peu plus? Est-ce qu'au niveau de la santé publique, est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler cet axe-là? C'est juste un axe de réflexion que je vous soumets. Oui, il y a la possibilité effectivement de travailler à la diminution de la cigarette, mais là on va toucher une liberté individuelle et pour l'instant voilà, la limite on ne l'a pas franchie, comme l'instauration. Pour l'instant les élus de notre territoire n'ont pas encore voulu instaurer des plages non-fumeurs. Peut-être qu'au prochain mandat il y aura effectivement des plages, surtout à l'échelle lacustre, ça peut se justifier, des plages qui seront dédiées aux non-fumeurs, mais là, pour le coup, nous, l'objectif, c'est vraiment de travailler à la diminution de ce déchet sur nos milieux naturels, dans nos villes. Donc, voilà, c'était la première base. Quand j'ai le micro, je vous informe que c'est cendrier, j'en ai laissé un paquet sur la table, donc n'hésitez pas à vous en servir, hein, je ne repartirai pas avec. Donc voilà, comme ça vous pourrez voir comment elles sont fabriquées. Et c'est à l'initiative, les objets ils étaient réalisés à la base par la société Atland avec son agence Bicop. Merci beaucoup. On va vous libérer. Merci beaucoup pour vos interventions.